Salut tout le monde, re-bienvenue encore ici à One Soccer. Je suis Alexandre Gangué-Ruzic. Comme d'habitude, on est là avec Nilton George, Sofiane Benzaza. Dans ce cas, vous savez ce que nous sommes là pour parler. C'est le bouclier canadien, épisode 11 déjà du show. Et on a un programme très, très chargé. Bien sûr, c'est le début de la saison européenne. Il y a une sélection canadienne qui a été dévoilée, certains transferts continue à rouler. Et surtout, sur le plan francophone, il y a plein de discussions en termes du mercato. Vraiment, pas seulement en termes des Canadiens, mais aussi les joueurs canadiens francophones. Il y a eu beaucoup de mouvements. Fait que on est là à tout analyser. Mais les gars, j'espère que tout va bien et que vous êtes prêts pour cet épisode 11. Ah ouais, tu as dit que c'est le début de saison. Moi, j'ai l'impression que ça arrête jamais, là. Je veux dire, on change juste d'histoire, là. Exact. MLS, CPL, championnat canadien, Euro, Copa América. OK, le foot s'arrête Et jamais. là, Là. et là, on rajoute la Ligue 1 française parce que Vas-y. la Ligue 1 française devient quasiment la deuxième ligue à suivre. Hein, parce que si on veut OK. voir nos Canadiens, c'est en Ligue 1 française que ça commence. J'ai hâte de voir le hype que ça va créer. J'ai hâte de voir si ça va créer d'autres dans les prochains mercatos, d'autres transferts comme ça. La Ligue 1 pourrait devenir the next thing au Canada. Ouais, je pense qu'on n'a jamais vraiment vu un phénomène pareil d'après ce qu'on vient juste de voir cet été. Je pense que le seul parallèle que je peux voir, c'est peut-être en Écosse, parce qu'il y avait un Ouais. bout, il y avait plein de Le Canadiens en côté Écosse, anglais, là. mais même c'était vraiment graduel. Like, il y avait un été, l'autre été, il y avait deux, trois. En Ligue 1 française, pour ceux qui a peut-être moins suivi ou qui ont un peu suivi de loin, il y a maintenant 5 Canadiens qui jouent en C'est Ligue fou. 1. 4 sont arrivés cet été. 4. Hey les gars, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un Québécois dans une équipe en Ligue 1 française? Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres Québécois en Ligue 1 française? Ouf! Attends, le père Ah, de... Wikipédia time! Non. Franchement, là, c'est plus un problème. C'est à tous les jours, on peut en voir un. Non, Mais sur le géopardier, c'est bon. Alors, qui est Ismaël Koné, qui est Mose Bombito, mais je me demande... Non, le père de Jérémy Gallon-Laparé, non, il était professionnel à Montréal. c'est fou. C'est fou comment on Non, est passé. Tu sais, comme ça, de mémoire, on n'a aucun nom en tête. Probablement qu'on en oublie un, mais je pense que non. Mais on est passé de 0 à boum. non, c'est fou, c'est fou. On a 5 Canadiens, dont des Québécois, dont des gars qui ont grandi, qui ont été formés. Tu sais, pas seulement, ah oui, lui, il est né à Montréal, à 3 ans, il est parti avec son père. Non, c'est pas ça, là. C'est des gars formés ici par nos clubs amateurs et qui se retrouvent Non, comme non. ça, titulaires en Ligue 1 française, dans des gros clubs. C'est phénoménal. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est juste moi, à part peut-être les années 50, tout quelqu'un dans les années 60 là, est-ce que Les Jonathan David 50. était le premier joueur canadien en Ligue 1? C'est impossible. Est-ce que ce serait David? Je On va pense qu'il y laisser a à eu d'autres. il a eu d'autres C'est Canadiens avant David. Il y avait ah, mais en tout cas. c'est juste là. On va Ouais, faire nos recherches pour l'épisode 12. ouais, c'est ça. Ça va être Mais ça, notre. la question intéressante, parce qu'on est tellement étonné par cette vague, ce tsunami positif là, de joueurs canadiens, des Québécois en plus, on se dit, wow, il y en a du monde. Et puis c'est fascinant, comme a dit Nilton auparavant. Hein. La Ligue 1 est revenue là à l'avant du Québec et du Canada notamment là, puis c'est intéressant, c'est excitant. Et je vous garantis, je sais pas, allez, faites vos tests de pression régulièrement artérielle parce que l'anxiété va monter là jusqu'à 2026. Est-ce que David joue? Est-ce que Ganis va jouer? Ça, j'ai vécu ça avec l'Algérie aussi, là, qui est mon deuxième pays. Donc, quand les qualifications arrivent et les Coupes du Monde, on se dit, il faut qu'il joue, il n'a pas marqué un triplé, il ne va pas être titulaire, ah là là, Jesse Owens ne va pas le prendre. Donc, c'est le niveau d'attente monte. Je le dis à chaque fois qu'on parle de Team Canada, le niveau d'attente monte beaucoup pour les joueurs. On s'attend qu'ils jouent dans les plus grands clubs, qu'ils jouent souvent, qu'ils marquent des buts, qu'il y a un impact sur le terrain que après tous les comptes qu'on voit souvent sur Twitter pro Canada qui mettent les petits highlights, les petits résumés, là, puis ça monte le hype, comme on dit. Ah oui. Puis, genre, une autre chose qui me vient à la tête en pensant à ça, c'est aussi cool qu'il y a deux Québécois, deux Franco-Ontariens, hein, genre Ouais. le fait qu'il y a David Ottawa, Bear Ottawa, puis un anglophone. C'est un peu symétrique, le 2-2-1. Et puis,
C'est drôle, sur le côté féminin, D1 Arkema, il y a eu Oui, plein de Ah Québécoises qui ont ouais, passé oui, oui, là. oui. C'était oui. vraiment un pipeline. Puis il y a Oui, aussi bien sûr, au Vanessa niveau Gilles, le franco-ontarien, mais c'est cool de voir Ligue 1. Et allez, probablement que c'est les pionnières, c'est celles qui amènent Ouais, aussi cette tout à fait. influence-là qu'on voit au niveau féminin, c'est faisable, l'adaptation est peut-être plus facile. Là, ce qu'ils avaient besoin au niveau C'est masculin, vrai. c'était une preuve de concept, une preuve de qualité. Le match amical entre France-Canada, c'est On pas y banal, revient. là. Et on l'avait dit au bloc canadien, je pense, après l'entrevue avec Bombito ou pendant. Ce match-là contre la. Non, après, évidemment, il n'avait pas encore joué. Euh, après ce match-là, je suis pas sûr qu'on l'avait dit, ou je veux dire, je l'ai dit à un moment donné, c'est que ce match-là, achetez le DVD puis gardez-le Platinum. C'est un match référence, même si c'était pas une Ouais, j'ai victoire. hâte de voir. C'est un match référence. Tu le gardes, tu l'enregistres, tu regardes à chaque 6 mois. Ah, on a bien joué contre la France, c'était bien. C'est un match, c'est-à-dire un match de légende du Canada, genre rétro. Et Le on attend, prochain puis step excellent. qu'il pourrait ouais. avoir, c'est de l'investissement ici au Canada. Parce que ça arrive, là, tu sais, les Français ont aussi sont sortis de leur territoire pour des académies. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait à plusieurs. Il y a des équipes qui se sont spécialisées comme ça dans du développement hors France. Ouais. Il y a, il y a une belle ouverture, une belle possibilité de faire ça avec la Première Ligue canadienne en s'investissant dans une franchise, en ayant comme ça des yeux collés au marché canadien parce qu'ils voient qu'il y a des athlètes, il y a du potentiel et que le marché canadien, pour l'instant, c'est un marché au niveau économique intéressant. Ils peuvent venir chercher des joueurs qui coûtent une Ouais. fraction du prix parce qu'il n'y a pas l'étiquette Argentine, Brésil et que peut-être que tu es capable de développer des joueurs de qualité pour une revente. Non, sérieusement, là, on est dans Et une beaucoup, fenêtre d'opportunité là, vraiment intéressante. n'ont pas des contrats avec des académies, là. Donc, C'est libre, libre. Bombito, tu le prends avant le draft, tu dis, ben, viens avec. Exactement, Viens, exactement, Puis parce un que essai, un viens jouer en contrat. deuxième Ouais, voilà, un contrat. U21 ou quelque si chose. les Exactement. Un jeunes, si contrat les trop jeunes de jeune. l'académie sont capables de quitter vers la NCAA, imagine se faire prendre comme ça par une équipe française d'académie et tu perces beaucoup plus rapidement là, de cette façon-là. Franchement, Puis tu sais, l'investissement des 3 clubs MLS pour le poste de sélectionneur de Jesse Marsh, d'autres investissements qui vont probablement arriver, tout ça, il faut que le pool de l'équipe nationale canadienne, les femmes sont déjà à des années-lumière d'avance, là. c'est vrai. Les joueurs sont partout, sur Ligue 1, comme on avait dit, on est Arkema. Et cet investissement doit continuer parce que tu sais, les clubs, on regarde les sélections qui sont en feu. À un moment, c'est l'Uruguay, quand l'Uruguay a tout le temps été une sélection qui fournit du joueur, mais il y a tout le temps des sélections. Ah, cette sélection joue bien depuis 2 ans, on va voir qui est là, peut-être. Maintenant, tu rates personne maintenant, là, avec tous les outils. Mais souvent, tu regardais les sélections qui étaient un peu chaudes, ou des clubs qui n'auraient pas, genre, je sais pas moi, je pense, pas West Ham, qui n'aurait pas nécessairement les sélections africaines tout le temps, ou les sélections asiatiques. Ah, le Japon, depuis 2 ans, c'est Ah bien. oui, ah oui, ah oui. Le hot pick, là, un peu. Et puis, le Canada doit se mettre dans une position de tout le temps avoir une équipe nationale de top niveau pour on va piger, puis éventuellement, on va investir au Canada, on va aller plus Ouais. loin. Tu sais, il y a C'est déjà. comme dans les médias sociaux, là, Canada, ça trend là, présentement. Donc, si tu as une Si, étiquette Canada à côté, là. CANMNT, trending. Mais c'est un peu comme avec Ligue 1 en plus. Ligue 1 se sont fait fameux dernièrement pour comment ils se sont investis en Afrique, right? Avec les Ah oui. Ouais. académies, tout ça. C'est no-brainer. Il y a des liens. Ils parlent la langue en plusieurs fois. C'est pas difficile l'adaptation de Il y a le culture, mais passeport qui aide des fois aussi. ouais, le passeport qui aide, mais à un Tout certain à fait. point, le marché africain, c'est pas un inconnu. Les top prospects, genre sénégalais, maliens, guinéens, Oui, congolais, oui. ils sont connus. Mais avec le Canada, le Québec, c'est pourquoi l'idée de franchise CPL à Québec, c'est tellement fascinant parce qu'il y a tellement Mhm. d'inconnus. C'est tellement un marché sous-investi. En plus, si tu es une équipe Ligue 1, il n'y a pas d'adaptation avec ces joueurs québécois. Right? Ils parlent français, ils vivent déjà, s'ils vivent à Tout à Montréal, fait. ils connaissent un peu une expérience européenne. C'est ça qui m'a un peu impressionné, c'est de voir, like, c'est quelque chose de petit, une astuce. Mais j'ai regardé la conférence de presse de Moïse Bambito avec Nice qui signe. Et C'est la fou, hein. façon qui était là, like, je suis sûr pour Nice, ils sont comme, wow, OK, on a vraiment signé, like, pas seulement un bon joueur, mais quelqu'un Une personnalité, là. qui peut déjà se mettre devant les médias, qui est confortable, qui faisait des Ouais. blagues.
tout en français. Il n'y avait pas besoin de traduction, etc. Des petites astuces comme ça aide énormément. Même, je suis sûr, dans l'entraînement, le fait qu'il rentre, boum, il n'y a pas cette barrière-là où il doit apprendre la langue. Si tu te retrouves en première division en Serbie ou peut-être si tu te retrouves en La Liga au Portugal. Ou Ouais, c'était comme Gattuso, tu coaches en Croatie, c'est compliqué. Là. Ça en Bundesliga avec l'allemand, c'est pas facile à Non, l'apprendre. non, Si non, tu non, dois pas l'adaptation, grandir avec. même Bombito, s'ils se sont retrouvés vers vers les propriétaires de l'équipe de Nice qui est aussi de Manchester United en partie. S'il se trouve à Manchester United un jour, l'anglais, il va apprendre vite là, mais il disait que l'anglais c'est pas son top là, mais il va y arriver là. C'est intéressant. Mais il parle très bien en anglais aussi. Alors, Je- peut-être les clubs anglais vont s'en rappeler, mais pour le moment, c'est juste, I guess, il va profiter en plus. Il vit à Nice, là, quand même. C'est La Côte d'Azur. en termes de lifestyle, là, il n'a pas fait le pire transfert du monde d'aller. Ouais, il va plus prendre le bus 104 à Nice là, ça c'est sûr. Peut-être dans le futur, juste nostalgie. Mais I guess on va commencer là. On va faire une petite discussion sur les 5 Canadiens, un peu avoir une idée de à quoi attendre cette saison avec leur club, juste en termes d'attente et la situation dont elles qui retrouvent. Pourquoi pas commencer avec Bombito? Bien sûr, il a fait le transfert à OGC Nice pour environ 7 millions d'euros. C'est un transfert record pour Colorado. C'est un énorme transfert pour un défenseur canadien. Pour Nice, ça se comprenait, il vient juste de vendre Jean-Claire Todibo à West Ham pour environ 30 millions d'euros. Ils avaient de l'argent, ils avaient besoin d'un défenseur central pour eux. Ils gardent du profit puis aller investir d'autre part. Il vient d'arriver Youssoufa Moukoko, le jeune ancien de Dortmund, fait qu'ils font quand même un petit mercato Nice. Mais Bombito, déjà, ça joue. Il a joué le premier match, milieu de défense à 3. C'était un 1 contre Toulouse. Il s'est bien démontré. Quand même, je pense, parmi les transferts, c'est un peu le mieux parce qu'il va jouer. Ouais, Ils n'ont ouais, pas beaucoup de exact. défenseurs centrales. Il est le remplacement de Tobito. Ils sont une bonne équipe. Ils jouent en Europe. C'est un club avec du prestige. Ils ont quand même fait plein de ventes à l'autre niveau. En termes de tous ces fits-là, c'est un peu le transfert qui m'excite le plus, right? Ah, je suis d'accord avec toi parce qu'on avait au départ la rumeur Lyon, mais Lyon, éventuellement, il y a quelques années, un nom associé à Lyon, c'était next Wow. thing, là. Après le PSG, il y avait Lyon, puis avant le PSG, il y avait Lyon. Il y avait C'était seulement Lyon. le club, il y avait juste Lyon. Mais là, c'est tellement le bordel, mais tu ne pouvais pas non plus refuser cette offre-là si c'est Ouais. juste Lyon qui arrive parce que c'est une occasion en or. Mais le club est tellement dans un contexte financier compliqué. Au GC Nice, je suis totalement d'accord avec toi, Alexandre. C'est probablement le meilleur transfert des 5. Ben, c'est pas un transfert, David, là, mais les 4 autres transferts, c'est le meilleur fit parce qu'il se retrouve, comme tu dis, à remplacer quelqu'un. Hein? Il vient remplacer un défenseur, se retrouve à côté d'un beau vétéran pour apprendre. Hein, Dante, 40 ans, c'est incroyable. L'expérience qu'il va acquérir en jouant à côté de Dante, c'est le next level. Il se retrouve dans une équipe qui est en Europa League, donc il va jouer tous les 3 jours. Ils font un effectif, donc il va avoir une rotation. Dans le pire des cas, il est dans la rotation. Ils vont avoir besoin de lui. Le seul hic, c'est l'accumulation des matchs, parce que là, il y a la MLS dans le corps depuis janvier. Il va continuer comme ça jusqu'en juin. C'est 1 an et demi de foot dans les jambes. Il est jeune, mais il faut qu'il évite les blessures. Donc, mais au niveau sportif comme projet, c'est vraiment le projet qui est le plus excitant là, parmi les 5. Là. C'est un club qui revient un peu. Je pense beaucoup l'ont remarqué ce club quand Ben Arfa est parti là-bas à Nice. Il a été incroyable. Donc, c'est un club qui était remis sur la carte un peu du foot français de façon positive. C'est un club qui est vraiment, l'ambiance est bien. Tu sais, j'ai vu une entrevue de l'ancien latéral de l'Olympique de Marseille, Jonathan Klaus, qui venait à Nice, qui dit l'ambiance est plus calme. Marseille, c'est chaud, évidemment, les attentes, et c'est normal. C'est un club qui a des ambitions énormes. Puis c'est peut-être un cadre plus calme pour un jeune vétéran comme Klaus. Et peut-être pour Mbuto, c'est parfait. C'est un club qui aime faire jouer ses jeunes. On avait la petite mini-révolution avec Patrick Vieira quand il était entraîneur. Donc, tu sais, il y a une historique de gens, on veut investir, on s'en fait racheter par la compagnie derrière, la compagnie Ineos, je pense, Ineos Group, qui est propriétaire est Radcliffe, Sir Radcliffe, qui
qui est propriétaire du sportif à Manchester United. C'est compliqué, les clubs divisés en 3 là, ou 2. Donc, il y a un changement, il y a un changement économique au niveau de Nice qui est là. La pelouse, il faut qu'il la change au plus vite. Il y a un gros problème. En termes de dramaturgie, il y a un drama là entre Nice et le tu connais quelqu'un de la pelouse, là. Moi, je connais, il a pris sa retraite là, mais on va le sortir. Nice, c'est comme un bon plan de retraite aussi. Non. Il y a du golf, il va y aller. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment, on le dit tous là, c'est quasiment parfait pour Bombito. Le club le veut, il y a un certain désespoir entre guillemets. Il cherche un défense central, comme tu avais dit, Alex. Tobito est parti à West Ham assez rapidement, donc c'est parfait. Il va jouer des matchs, on est content. Nilton et moi, au dernier coup sous Spiripi, on était stressés parce qu'on voulait qu'il joue et on veut que ça marche. On veut que ça marche. Et David, ça marche. Koné, on attend là. Koné, on reste sur Bombito. On en parle tantôt. On reste sur Bombito, mais on veut que ça marche pour Bombito parce que déjà, on l'a eu beaucoup les Canadiens et puis il était très agréable, vraiment, on le voyait là. C'était fascinant. Puis on veut le positivisme par rapport à lui et que ça continue. Techniquement, quel exemple québécois pour tous les jeunes. T'imagines comme modèle à suivre. Là, tu fais « Hey, c'est pas grave. » Tu vois, Bombito est passé par là. Tu sais, ça devient plus une exception. Oui, Koné, c'était comme l'extraterrestre qui passe du parc. Ils sont tous extraterrestres, là. Mais là, on commence à en avoir 2-3 extraterrestres. Mais tous les joueurs de Ligue 1, c'est des extraterrestres. Un peu dans leur partie. C'est une ligue weird, hein? Non, mais honnêtement, genre, les 5 joueurs sont tous pas des chemins similaires, mais bon, Bear était passé par Vancouver. Bear, c'est le plus classique. Il était à Vancouver à ses débuts. Et même là, il a été, il a pas eu de contrat. Il doit aller en Écosse. Il sait même pas son premier club en Écosse. C'est un échec. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est weird. Ouais, non, sérieux. Il y a pas de proche d'aller à CPL, en termes de genre. C'est fou, hein? Le seul qui a un parcours traditionnel, si on veut, puis on va peut-être en parler un peu plus tard, c'est Mathieu Chouanière, puis lui, il se retrouve en Suisse. C'est lui, très jeune, à partir de 12 ans, académie, suit le chemin, Les débuts de l'académie. Ouais. L'autre, il joue au parc à côté de chez moi, à Saint-Hubert, et il finit à Nice. C'est quand même incroyable. La même chose connaît le fait qu'il a fait amateur, pro, Canamanti, Watford, Belgique, Marseille. Pas, il revient. C'est fou entre 4 ans, avec les essais qu'il a fait en Italie aussi avec Bologne. C'est ça. Mais juste pour vous dire, s'il n'y avait pas Olivier Renard au CF Montréal, Koné ne serait pas venu au CF Montréal. Parce que ses collègues de Belgique, tu connais ce gars-là, ce jeune, il est bien, on ne peut pas l'intégrer, mais il est bien. Bon, je le connais, merci, je vais le prendre. Du moins, c'est l'histoire superficielle. Hein. Dans les coulisses, on n'a pas tout, là, mais c'est ça qu'on nous dit en tout cas. C'est ça. On va voir si d'autres s'y s'inspirent. Mais juste un dernier point aux questions sur Bombito avant qu'on passe aux autres. Juste parce que je suis quand même assez curieux. On s'est dit c'est un peu le meilleur fit, le meilleur move. C'est sûr qu'il va jouer. Genre, avant qu'il a fait le transfert, j'ai regardé leur effectif. Il y avait genre 2 défenseurs centrales naturels. Bien sûr, il y a d'autres qui jouent en l'axe des milieux défensifs, etc. C'est sûr qu'il va jouer. Je le vois à 2000, 2500 minutes, même 3000 avec l'Europe. Il atterrit, il fait 2 entraînements, puis il est titulaire. Donc, je pense, le gars, décalage horaire, il mange du poisson. À part une blessure, au niveau effectif, il va avoir toutes les opportunités pour se faire valoir. Ouais. Mais c'est ça ma question alors, c'est quoi son plafond cette première saison? Parce que Marsh a bien sûr dit des commentaires très intéressants, le dire j'ai travaillé avec des top joueurs, les Upamecano, défenseurs, ce niveau de joueur-là, je le vois dans cette catégorie-là. Est-ce que tu penses avec cette opportunité-là où il a fait le jump à un niveau assez élevé, mais aussi à les minutes assez élevées? C'est quoi son plafond? Et je dis juste avec lui, c'est unique, le fait qu'il a été drafté il n'y a même pas 1 an et demi. On n'avait aucune idée de savoir c'était quoi son parcours professionnel. Il est là, il est titulaire canadien, il joue à Nice. Est-ce que c'est réaliste de voir dans une année, est-ce que c'est pas far-fetched, là, comme ils disent, de penser qu'il peut être à ce niveau Upamecano, ou est-ce que c'est quand même cette première saison, c'est vraiment juste
répétition et ça va être quelque chose où ce déclic-là va prendre 1 ou 2 ans parce qu'avec Bombito, il me semble, avec lui, les déclics, ça passe quand même assez vite. Et tu le Ouais. vois avec le parcours. Je suis un peu curieux de savoir ça peut Parce, être quoi son plafond cette année. parce que l'exemple de Upamecano est intéressant, Alex, parce que bon, lui, vraiment, ses débuts n'étaient pas en France ni au professionnel, c'est l'Autriche assez rapidement. Bon, ça aide qu'il était au Upamecano, pardon, je vais y arriver, Upamecano, qu'il était dans la famille des Red Bulls. Donc Salzbourg, et ensuite Leipzig. Et Leipzig, là où il fait son nom, puis quand tu es à Leipzig, ou tu es à Dortmund, évidemment, le Bayern va te regarder si tu joues bien. Parce que voilà, c'est ça le Bayern de Munich, on prend les meilleurs joueurs des autres. Donc, il y a ce modèle-là. Donc, je ne vais pas faire le lien avec Nice et Manchester United. Je pense que c'est logique. C'est logique. Je comprends ton exemple de Upamecano, il est excellent. Et je pense que s'il performe aux attentes de Nice, je pense que d'autres clubs vont commencer à le regarder. Parce que j'ai l'impression en fait, c'est un jeune 24 ans en termes d'expérience. En Europe, un joueur de 24 ans qui est titulaire tout de suite, on se dit, à 24 Mais ans. pour un défenseur central, oui, c'est correct. C'est ça. Ouais, Mais tu compares par exemple des Argentins qui ont 20-21 ans, qui sont titulaires à Boca River, qui viennent en Ligue 1 avec 100 matchs et 10 sélections, ou 5 sélections argentines par exemple, ou des Colombiens, etc. Donc, ça dépend. Donc, mais j'ai vu des commentaires quand le transfert était officiel vers Nice, c'est que ouais, mais il a déjà 24 ans. C'était pas il a 24 ans, il a déjà 24 ans. Donc, tu sais, l'âge football en Europe est très différent qu'en Amérique du Nord, évidemment, ça on le sait. Le cycle de formation est différent. Et oui, moi, sans lui porter la poisse, s'il performe au minimum rookie en tant que titulaire, je pense qu'il va être vu par d'autres clubs assez rapidement. Si tu ajoutes ça avec le Canada, c'est encore mieux. Mais moi, je pense que rien ne va bouger avant la Coupe du Monde. Et puis, je serais très content pour lui là, qu'il fasse 8 ans à Nice. Là. 8 ans à Nice. Oui, mais Sofiane, il fait 2 saisons à Nice. Il fait quelque chose de bien avec Canada à la Coupe du Monde, c'est fini. Là. C'est il upgrade. 26 ans, right? C'est le sky is the limit. Là. Si tout va bien, il y a une opportunité en or quelque part. Là, l'objectif de Moïse Bombito, c'est de s'établir à Nice, monter en puissance comme ça, avoir une belle performance avec la sélection canadienne. Et les yeux qu'il va avoir sur lui, les plus grands vont se retourner vers lui. Il doit vraiment focusser sur, OK, il me reste 18 mois, 2 ans pour passer à une prochaine étape, puis pas manquer cette fenêtre d'opportunité qui est gigantesque pour lui. Moi, l'évolution qui va rester pour Bombito, du moins sa première évolution en Europe, c'est son style, son poste ou son style de jeu. Parce que son premier match avec Nice, la relance n'était pas son point fort sur ce match-là quand je l'ai regardé. Mais moi, je ne suis pas sûr si c'est un défenseur qui relance ou c'est un stopper. Style classique de stopper. C'est que j'ai du mal à l'évaluer encore parce qu'avec le Canada, lui et Cornelius, les deux relançaient assez bien. Mais il y avait aussi un aspect qu'on bétonne parce que le bureau mettait la pression, l'Argentine était trop fort, etc., etc. Donc, je n'étais pas sûr quel est son profil type et comment il va évoluer, comme il a évolué d'attaquant à milieu à défenseur central. Donc, voir l'évolution à l'intérieur de son poste. Parce que là, il joue avec Dante. Dante, c'est relance, là. C'est un très bon défenseur, mais c'est le placement, c'est la relance. Et comment Bombito va évoluer dans son propre style, son propre jeu, son propre personnage de football. Et ça, je suis vraiment intéressé de voir ça. Et est-ce que ça te complète ce que Jesse Marsch veut de lui dans le 4-4-2 de Jesse Marsch ou le 4-1-4-1 de Jesse Marsch? C'est intéressant. Moi, je le vois comme un stopper, mais encore une fois, il va peut-être évoluer comme il a évolué avant. Ça, je trouve ça intéressant. L'évolution du joueur à l'intérieur d'un club, même s'il est relativement vieux pour être formé, mais tu apprends tout le temps, tu évolues tout le temps. Je trouve ça intéressant de voir comment il va évaluer. Et Cornelius aussi. Ouais, non, je pense que ça va être le plus grand chose. Surtout s'il joue au milieu de défense à 3, ça va lui forcer à le faire et je pense que ça peut l'aider, ou ça peut l'aider. Mais I guess pour un peu continuer, on va commencer avec l'autre transfert, le grand, je pense, l'un qui a vraiment pris l'attention des Canadiens. Bien sûr, Sisma le connaît à Marseille. C'était environ 10 millions, 11 millions d'euros de Watford qui a fait un petit profit en 16 mois, c'est pas pire. C'était arrivé. Un beau flip. 6-7 millions, all right, boom. Tu te fais 11-12 millions, pas de problème. Nice, tu peux aller chercher un autre bon joueur pour le championship.
Mais Koné, c'est vraiment fascinant. Je pense avec lui, ce que tu vois, c'est bien sûr Marseille, la pression, le club, etc. On n'a pas besoin de mentionner, mais c'est vraiment le coach, Roberto De Zerbi, Exact. qui vient de la réputation Brighton. Et là, Brighton, le niveau, le calibre de milieu de terrain dans lequel il a travaillé avec les Ouais. Pascal Gross, les Moïse Caicedo, les Alexis McAllister, c'est vraiment, ça c'est haut niveau, c'est top. Et je pense avec Koné, c'est vraiment excitant d'imaginer qu'il puisse travailler avec un coach qui, tel pareil, tu le vois avec les matchs de Marseille, il joue un style tellement esthétique avec le ballon, les demandes des milieux de terrain, c'est vraiment, c'est offensif, c'est prendre le ballon, il faut progresser, il faut percuter. Et ça m'excite parce que ça, c'est Ismaël Koné. Lui, depuis son premier match à Montréal, ce qui m'a vraiment immédiatement pris, OK, lui, il est bon là, c'est il prenait le ballon, il percute, il veut dribbler, il veut progresser le ballon. Et ça, il n'a pas perdu ça. Il a montré ça pour le Canada, tout ça. Je pense à Marseille, c'est le fit parfait. Et de là, c'est le reste, ça va être OK, le côté défensif, côté rythme, côté genre être consistant, tout ça. Mais je pense vraiment en termes de peut-être fit joueur-coach, ça, c'est peut-être parmi les meilleurs des 5 joueurs qu'on mentionne ici, right? C'est pas fou à dire. Oui, mais cet excellent joueur est dans un club qui a énormément de compétition à l'interne. Énormément. Même s'il n'y a pas peut-être du volume au milieu de terrain autant, mais comment De Zerbi va jouer, Holberg, je pense, c'est un titulaire indiscutable en ce moment. Et où est-ce que Koné va jouer avec lui? Ce qu'on attend. On attend qu'il joue. Il s'est blessé malheureusement. Ça va venir éventuellement peut-être après la trêve internationale. Mais il y a une curiosité intellectuelle fascinante par rapport à Koné. On sait comment il sait jouer, comment il peut jouer. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il va jouer, avec qui, dans quelle animation. Est-ce que c'est un box-to-box? Est-ce que c'est un relayeur? Est-ce que c'est un régista, entre guillemets, où il fait juste distribuer? Ils l'ont pas ramené pour distribuer, hein, apparemment. Je pense qu'il l'a ramené pour être le Steven Gerrard un peu de l'OM, si vous voulez. Maintenant, Mais De Zerbi parle de 10. Alors, on ne sait pas. pourquoi pas? On pensait que c'était 8, mais maintenant, les rumeurs disent qu'il va jouer en 10. Exactement, Mais exactement. Et puis, ils ont du monde. Et puis là, ils viennent de prendre Neil Maupay. Ça fait encore de l'offensive, si vous permettez, au niveau de l'OM. Mais beaucoup de joueurs, beaucoup de compétition. ouais. Je veux pas faire un party pooper, mais et je suis Ouais, ouais. hyper content d'avoir Ismaël Koné à l'OM. Hyper excité. Mais j'ai peur parce que là, Ismaël Koné était pas un joueur hyper régulier à Watford. Tu sais, on est resté sur le hype de la sélection canadienne. Un tournoi, c'est différent, tout ça. Ouais. Avant d'arriver au tournoi, ça n'a pas été comme un long fleuve tranquille en Championship. Il a Ouais. perdu son poste à quelques reprises. Il n'était pas nécessairement le régulier, le titulaire régulier. Il sort de cette expérience-là avec Watford où c'était pas le top guy. Il se retrouve, comme Sofiane a dit, à Marseille avec énormément de compétition. De Zerbi qui est connu pour un niveau intense. Ouais. Ismaël, c'est pas le joueur le plus régulier. Des fois, il y a des petits relâchements mentaux. Est-ce que c'est un bon fit pour lui? Tant mieux là, si lui, il switch à Hans au niveau professionnel, puis il va à fond parce qu'il comprend que c'est l'opportunité de sa vie. Et si on pense à l'argent qui est investi sur Ismaël Koné, j'ose croire que De Zerbi a donné son accord, qu'il comprend la personnalité du joueur, qu'il va Ouais. être patient parce que ça sera pas je pense, ça sera pas un coup de circuit dès le Ouais. départ, mais il va avoir des up and down. Mais il faut faire attention, Ismaël Koné, c'est pas un lock dans cette formation, comme ça l'est pour Bombito. Bombito, il va Ouais, jouer à moins d'une ah catastrophe. oui, Ismaël Koné, C'est aussi la profondeur marseillaise, tu le vois. Ils ont 6, 7, 8 milieux de terrain. et Ils viennent de ils n'ont pas de signer. compétition européenne. Et c'est ça aussi, parce que si tu avais des matchs du mercredi ou du jeudi pour l'Europa, tout à fait. ben, s'il n'est pas régulier, c'est pas grave, il va avoir une certaine rotation, puis il va profiter de ces matchs-là pour s'établir. Marseille est concentré uniquement sur la Ligue 1 cette saison. Ça fait en sorte que Oui. tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Les peu de chances que tu vas avoir comme titulaire, il va falloir que tu sois bon dès le début. Et si ça ne marche pas, quand tu arrives comme ça du banc, il faut que tu sois bon dès le début aussi du banc. Mm. La fenêtre, elle est petite pour Ismaël Koné. Ouais. Mais De Zerbi aime changer. Koné, c'est titulaire, il n'est pas après, il y a beaucoup de compétition. Donc pour Koné, déjà, c'est comme j'ai dit avant, Holberg plus 1. Avant, c'était Merlin, qui est un défenseur aussi. Il y a Carboni, il y a un, deux joueurs. Il y a Harit aussi, qui joue peut-être en Harit, 10. Harit qui descend comme un 10.
Donc, c'est pas évident. Rongier qui est là, en tout cas, c'est des joueurs un peu plus vieux. Kondogbia aussi, il est là. Kondogbia qui joue le vétéran. Et puis Carboni, c'est un peu la jeune pépite argentine, là, mais italo-argentine. Donc, mais je pense qu'avec les blessures, les matchs internationaux, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place, mais on a hâte de le voir. On est en attente. On attend. On veut te rassurer. On veut voir 2-3 matchs Voilà. d'Ismaël. Exactement. Ben, c'est pourquoi je dis le fit coach, parce que je pense avec Koné, le fait que le style lui va, like, au fur et à mesure, peut-être ça va prendre du temps à percuter, mais je pense avec le fit, il va avoir des chances et ça va vraiment être le bon système. Et je pense en même temps, c'est pourquoi tu fais des déménagements comme ceci, c'est pourquoi tu vas à des clubs comme Marseille, c'est cette pression-là où, yeah, like, c'est comme aller à un club, les Madrid, les Barcelone, tu vas là, c'est pas garanti, tu es là parce qu'il y a une pression, il y a un certain calibre. Et je pense aussi peut-être c'est ce qu'il a besoin. Il est arrivé à Montréal, c'était un peu indiscutable. C'était le gars. Il n'avait pas besoin de cette compétition-là. Même chose à Watford, où même s'il perdait la place, il jouait tellement de matchs. Il n'y avait pas cette profondeur-là où peut-être il se trouve sur le banc, il va rentrer au mi-temps, il va reprendre sa place. Maintenant, c'est vraiment un défi. All right, like, c'est le big league, like, c'est un big club. C'est ça la mentalité. Si avec besoin de résultats, là. Ils n'ont pas besoin le temps. de 10 sur 10 chaque match. Un 9 sur 10, des fois, c'est pas assez. Avec cette profondeur-là, je pense que ça va aider Koné. Parce que pour lui, c'est pas matière talent, c'est pas matière ce qu'il peut faire à son mieux, mais c'est même comme en Copa América. Et je pense que c'est peut-être cette leçon-là de Jesse Marsh rappelle ça. Je pense que ça va être bien le fait qu'il a été là, titulaire, incroyable contre la France. On attendait à des choses merveilleuses au Copa América. Il n'était pas à ce niveau-là. Jesse Marsh a dit, look, like, je fais confiance à mon Osorio. Exact. Il va sur le banc. All right. Il rentre, il est même mieux qu'il était avant. Ça, c'est une bonne mentalité. On voit qu'il apprend ça et je pense que des petits moments comme ça va vraiment lui servir à Marseille parce que ça va être comme ça. Des fois, avec une équipe comme ça, tu peux jouer un 9-5 contre 10 contre Paris Saint-Germain puis tu perds ta place et il faut juste garder la tête basse et faire ton boulot et on va voir de là. Mais I guess de continuer sur le thème Marseille. Bien sûr, Derek Cornelius, lui aussi, il est là. Lui, c'est plus difficile de voir comment il se va retrouver de matière régulière dans cette sélection parce qu'ils ont beaucoup de défenseurs. Surtout Balardi, c'est vraiment l'un qui m'intrigue d'après ce que j'ai vu. Mais quand même, il y a une place. Il a joué le premier match. Il va avoir plein de suspensions, cartons. Je pense que Deserby aussi va peut-être dans certains matchs jouer avec un défense à 3 qui va ouvrir la place pour Cornelius. Quand même, je pense que c'est pas une mauvaise chose pour lui parce que vraiment à Malmö, en grec, il était le gars là-bas. Il a joué plein de minutes. Je pense avoir ce goût-là de compétition, c'est pas la pire chose pour lui, hein, mais même si je suis un peu inquiet de savoir s'il va toucher 1000 minutes. Et c'est ça, je pense que ça serait une belle barre à franchir. Ouais, puis en plus... vas-y, s'il te plaît. Bah, moi, c'est court, c'est le thème de la compétition. Excuse-moi, Nilton, c'est le thème de la compétition. On l'a dit pour Koné, il y a encore plus de... En fait, il y a le même nombre de postes. Si c'est un milieu axial, Koné, il y a 2 postes. Donc, il en reste un. Pour la défense centrale, comme tu as dit, Alex, peut-être il y a 2 postes, il joue à 3, et encore, si on joue à 3 défenseurs. Donc, c'est une question de compétition. Puis, les attentes sont un peu plus basses pour Cornelius, par rapport à comme Koné, ou Bombito, ou David. Mais en tant que Canadien, on a besoin que ça réussisse. Parce que la sélection en dépend. On a eu Cornelius Bombito pour les Pays-Bas et la France. On dit c'est bon. On a 5 ans, 6 ans de partenariat en défense centrale. Tout est réglé, tout est beau. On n'a pas à se stresser dessus. Puis c'est intéressant de voir la loyauté de Jesse Marsh par rapport à des joueurs qui peut-être ne jouent pas beaucoup. On verra. Mais Cornelius, il y a clairement il y aura des petits débats sur le fait qu'il ne joue pas beaucoup avec Marseille, est-ce qu'il devrait venir en sélection, est-ce qu'il devrait être titulaire, etc. Ça peut-être va arriver plus tard, peut-être pas durant cette fin de septembre. Mais je pense que, comme tu as dit Alex, avec les blessures, les cartons rouges et la rotation, je m'attendais à ce qu'il joue, mais je ne pense pas qu'il ait le même niveau d'attente pour le moment. Et j'ai sous-estimé Cornelius contre les Pays-Bas, donc je pense qu'il va aussi fermer ma bouche en Ligue 1. Mais Cornelius, c'est le joueur le plus sous-estimé depuis toujours. Là. Puis en un an, sa projection a été incroyable. Mais Cornelius, je ne pense pas qu'il ait été... Puis il est très conscient qu'il arrive à Marseille en étant un joueur de rotation, contrairement à tout le hype derrière d'Ismaël Koné. Marseille est allé chercher un défenseur, Brasier, qui a déjà 3 saisons de 30 matchs
en Ligue 1. Donc, lui, c'est lui qui devrait être là. Il va avoir cette rotation-là et c'est tant mieux pour lui parce que Cornelius va avoir le temps de s'adapter. Il passe aussi, lui, c'est un peu plus compliqué, peut-être la langue aussi, ça va être un peu plus compliqué. Il passe d'un championnat, c'est un step de championnat, un gros step au niveau du hype du club. Il va avoir le temps de s'adapter, mais déjà le fait qu'il y ait un premier 90 minutes, on voit qu'il fait partie du projet. Il fait partie du projet et j'ai hâte de voir comment Cornelius va encore faire face à un défi que tous les observateurs trouvent peut-être trop gros pour lui. Tu sais, déjà, il y a 6 mois, on disait titulaire de la sélection canadienne. On dit, ben non, c'est Non, mais exagéré. indiscutable, leader, je vais stopper Ouais. Di Maria et Messi. Bah, stopper, mais je vais aider à Et bloquer. pourtant, on a vu le match, puis il y avait des matchs où il était nettement meilleur que Bombuto. Il a dit, wow, OK, he's the real thing. Est-ce qu'il va être capable de percer comme ça Marseille? C'est vraiment pas impossible. Et si ça ne fonctionne pas à Marseille, c'est pas si grave que ça parce que des joueurs qui doivent prendre une saison ou 2 pour s'établir ou qui passent comme ça par un grand club puis qui fait un petit step back en Ligue 1, c'est pas une grosse défaite. Mais parmi les 5, c'est celui qui m'intrigue le plus. Ils ont chacun un peu leur histoire, mais Cornelius à Marseille, c'est celui qui m'intrigue le plus. C'est lui que j'ai hâte de voir comment il va réussir face à ce défi-là, qui à première vue semble un peu trop gros pour lui, mais il risque d'être celui qui va réussir le mieux finalement. Ah oui, non, c'est fascinant de voir. Et je pense une chose qui m'a toujours impressionné avec lui, c'est le fait que il aime ces défis-là. Comme quand il est arrivé à Whitecaps, il était à peine devenu défenseur central, il jouait en deuxième division serbienne. Il s'est vite impressionné au niveau, même chose en Grèce, même chose en Suède. On va espérer quand il prend, s'il y a des chances, il va le montrer. Je pense même ses débuts, pour un moment, on était inquiet. Il a donné un penalty, mais il a vraiment bien rétabli dans le match. Il a fait un bon 7 out of 10. Ouais, parce que les 3 premières minutes, on était stressés. Genre, non! Ça va être une longue journée. Puis, je pense que c'est une bonne mentalité aussi. Et je pense que ça démontre son parcours. C'est pas facile de se retrouver. En plus, c'est pas juste en Grèce avec un Olympiakos. C'était vraiment candidat de relégation quand il est arrivé. Ouais. Ils sont devenus un club mi-chemin. Il allait à Malmö. Il a eu cette pression un peu différente. Eux, ils voulaient gagner tous les matchs. Je pense à Marseille. Je pense que son attitude va être vraiment sa meilleure qualité dans ces moments-là. Ça va peut-être être difficile pour des périodes avec tout que tu mentionnes. Mais I guess pour continuer, parce qu'il nous reste 2 joueurs à parler, on va faire Theo Bair pour finir avec les transferts. Lui, à Auxerre, c'est vraiment un projet tellement fascinant. Bien sûr, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière. Ils ont une promotion. Je dis fascinant parce que apparemment, j'ai pas eu de confirmation, mais d'après ce que je vois les liens. Un des coachs là-bas, c'est Djibril Cissé, l'ancien attaquant très reconnu, très fameux. Et d'après ce que je comprends, une des raisons qui a attrait Bair pour aller à Auxerre, c'est le fait qu'il a cette chance de travailler avec une légende comme Cissé. Et puis, je dis juste que je confirme parce qu'il y avait une vidéo l'autre fois et je vois Cissé dans les commentaires qui dit « Waouh, bien fait Théo !» Alors, tu vois déjà qu'il y a peut-être un peu... Oui, il est consultant, il fait du spécifique avec les attaquants. Ouais, ça c'est vrai, je te confirme. Fait que c'est une bonne, je pense, c'est une très bonne relation à avoir pour Bair. Et je pense que ce qui est très bien avec Auxerre, il va jouer. Il a joué déjà 60 minutes dans les 2 premiers matchs. On va espérer qu'avec plus de rythme, ça va devenir des 90. Et en plus, ce que j'aime, même si ça va être peut-être difficile des fois pour Auxerre, c'est pas les mêmes attentes qu'un Nice, un Marseille, où eux, ils pensent vraiment au titre. Mais eux, c'est vraiment rester en Ligue 1. Bair, il a vécu ça en Écosse avec Motherwell. Il a marqué plein de buts malgré le fait qu'ils ont été même pas dans le premier moitié du championnat. Ils ont fini là, parce qu'en Écosse, bien sûr, ça split dans les phases relégation et puis titre. Il était dans la phase relégation. Il est habitué à ça et je pense que ça va aider. Mais il faut dire qu'à Auxerre, il n'y a pas eu de départ. Le duo d'attaquants est resté là. Le duo d'attaquants qui avait pas loin de 30 buts à 2 partagés. Mais Theo Bair, il y a aussi la polyvalence. Oui, là, c'est un avant-centre, mais il peut jouer sur les côtés.
C'est un joueur qui peut donner un coup de main de façon différente. Oui, il a débuté les 2 premiers matchs. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le duo d'Auxerre. Est-ce qu'on est en train de faire un changement de garde devant? Mais lui aussi, il va avoir le temps d'adaptation. Tu sais, passer du championnat écossais, Ligue 1, c'est un peu différent. Auxerre, c'est un vieux club. C'est un club qui a l'habitude aussi de développer des joueurs. Là. Il y a eu une passe un peu plus compliquée en Ligue 2. Mais Auxerre a cette habitude-là, a l'habitude des projets un petit peu en marge. Puis pour la sélection canadienne, avoir un attaquant comme ça qui se retrouve dans un championnat relevé, c'est un bonus, c'est un gros, gros bonus pour la carrière de Bear. Puis il joue comme Andy Hilton, il a joué 2 fois 60 minutes, ce qui est excellent par rapport à peut-être mes attentes, du moins, je suis content. Et puis on a hâte. C'est vraiment, on a besoin de plus de matchs. J'ai hâte de faire l'épisode dans genre 1 mois ou 2 mois pour faire le bilan de 10 matchs là, où est-ce qu'ils sont les joueurs, parce que c'est super excitant. Puis le profil de Blair est assez différent des 2 autres. Il y a une petite compétition peut-être avec Florian Aillé, peut-être. Ça, c'est à voir. Aillé, oui, Florian Aillé. Ça, c'est à voir où on en est. Peut-être c'est un transfert qui arrive. Faut que le mercato Oui, puis il est jeune, le Bear, par rapport aux 2 autres attaquants. Donc, si c'est pas cette saison, on est en train de le préparer tranquillement. Tout à fait. Il y a plein de clubs là, qui, oui, font du recrutement, pas nécessairement pour cette saison-là, mais pour le préparer pour la saison d'après. Donc, c'est une très, très bonne affaire. Là, pour ça en fait des points d'interrogation. Sauf pour un joueur, le dernier, de Ligue 1. Le point d'interrogation, c'est pourquoi il marque encore à Lille? Pourquoi il ne marque pas à Milan ou à Aston Villa? Ou à Chelsea, il y a la place à Chelsea. C'est ça. Mais on va voir. Pour Bear, je vois le parallèle vraiment avec ce que Ike Ugbo a fait il y a 2-3 ans, quand il s'est retrouvé à 3. Il y a eu des minutes. C'était club similaire en termes de niveau. Et je pense que Bear peut vraiment, quand il s'adapte, ce que j'aime avec Bear, c'est un neuf qui peut chercher son propre but. Il est confortable sur le ballon, très, très confortable. Je pense des fois, les scouts, ça leur fait fondre le cerveau de voir comment il est 6 pieds 4. Il est construit comme un joueur de football américain, puis il reçoit des ballons sur son Ça fait rêver hein, quand tu vois le grand attaquant comme ça et agile en plus. Là, agile avec le ballon. Il va chercher ses chances. Il n'a pas nécessairement besoin de service. Genre, certains attaquants, c'est besoin de 4-5 chances. Ils vont marquer. Je pense, Bear, 2-3 chances. Il va peut-être chercher 1 ou 2. Je pense que vraiment, ça va aider son adaptation. Fait que, on va voir. J'espère juste qu'il continue de façon régulière, de match en match, de lui laisser grandir. Et je pense que quand il marque ce premier but, c'est là où la confiance va venir. Mais on va bien sûr finir avec Jonathan David, le seul qui reste pour le moment. On ne sait jamais dans ce mercato de fou. Il y a des Oshiman et des Tony qui se parlent en Saoudi. Il y a cette histoire de Chelsea. On ne sait jamais avec les autres clubs. Mais Jonathan David, pour moi, ce que j'ai dit, c'est pas mauvaise chose de rester à Lille, surtout avec ce qui s'est passé avec PSG. Lille qui vient d'avoir l'arrivée de Bruno Genesio, que j'ai eu la chance de suivre de près à Rennes. C'est sûr qu'il va être en course pour le titre, surtout avec le mercato qu'ils ont fait. Ils ont vendu Lenny Yoro, ils ont amené des vétérans comme Meunier, Jargova est resté. Et pour moi, la grande chose que je voulais qu'ils fassent, c'est la Champions League. Et ils l'ont fait. Je pense quand même, si tu vois le scénario, c'est pas le pire du monde, non? Non, puis en plus, il a contribué là, dans les matchs de la Ligue des Champions. Il faisait partie des meneurs, pas seulement en marquant des buts, en construisant. On le voit de plus en plus prendre cette place de leader de l'équipe. Et ça, c'est important pour la sélection canadienne. On a besoin d'un gars en confiance. Quand il va arriver en sélection canadienne, il apporte toute cette confiance-là, ce leadership. Beaucoup trop de choses est tombé un peu par défaut sur les épaules d'Alphonso Davies. Il a fallu le transférer un peu, cette responsabilité-là ailleurs. David va avoir cette responsabilité-là, surtout s'il réussit avec Lille. S'il se retrouvait, imaginons que finalement, une des 27 millions de rumeurs c'était avéré vrai, puis il se retrouve backup ou deuxième option d'attaquant à Milan. C'est pas la même chose. Tu sais, on l'a vu un peu avec Eustachio quand il a perdu un peu son statut à Porto. C'est un peu plus compliqué après revenir en sélection puis garder cette forme-là. Jonathan David, il n'y aura pas ce problème de forme. Là. Déjà, il commence la saison en force. Je pense qu'il est à 3 buts, 2 passes décisives, meneur sur le terrain, aimé à Lille. Pour sa carrière,
Oui, c'est intéressant. Je veux dire, Manu t'appelle, t'écoutes. Ça fait Ouais. rêver. Tu Mais dis pas c'est non Lille, à c'est Manu, Lille, ainsi c'est de Lille suite. qui va le prolonger, qui donne son argent. On ne sait jamais. Parce que Lille, ils vont le perdre d'ici le mois de décembre. C'est fini, je pense. C'est ça, C'est son une- contrat finit l'année dernière. ça, Après, c'est vrai, après c'est janvier, ça. Donc, les clubs peuvent négocier. il aura un contrat. Mais là, je triche en même temps parce que tu as le tirage Ligue des Champions en ce moment. J'ai rien compris. Lille joue dans quel groupe? C'est compliqué. Il n'y a pas de Ils groupe. jouent. Ils ont juste Ils- leurs 7 adversaires. Il joue dans Pas le comme- groupe de 28. Moi, ce que je vois, Lille est avec le Bayern de Munich et Man City. Je sais pas ce que ça veut dire. Puis Oh, ils jouent ça va. 15 Pardon? matchs. Ah, c'est Donc, bon Bayern de pour Munich, David. Man City, c'est bien compris. Ah, En tout on cas, va ils vont voir un jouer. David Davies en Europe. Ouais, alors. ils vont jouer 20 matchs là. J'ai pas compris, mais j'y arrive quand ils font pas UEFA. Mais David va jouer beaucoup On de fera matchs. une émission spéciale pour expliquer le calendrier. Voilà, émission les Canadiens en Ligue des Champions. Voilà, on a Vas-y. trouvé. En français, s'il vous plaît. Avec Mais un voyage. donc, en Bavière, j'aime beaucoup les pretzels puis les saucisses halal. Donc, oui, David, c'est vraiment la valeur sûre. En amont, on est content. Oui, moi, j'ai été critiqué avec lui à la Copa América parce que je voulais le David de Lille. Mais il faisait bien avec le Canada, évidemment. Puis je pense qu'il m'a prouvé que c'est un top joueur. Puis ça, je le savais évidemment. Et puis ça te le bien. C'est Lille, on voit un côté positif pour, comme vous avez dit, défier pour la Ligue 1, avoir des ambitions, ne pas trop se casser la gueule, parce que souvent, c'est quand il y a des grandes ambitions en France, le PSG peut probablement te faire mal. On verra ce que ce nouveau PSG va donner. Puis les autres, Nice, Rennes, Brest, est-ce que Brest va survivre la fièvre de la Ligue des Champions? Ça, c'est à voir. Oh, wow. Et Brest, mon Dieu, ils vont jouer contre qui? Brest, Ligue des Euh, Champions. ouais, donc, dans un groupe à 15 équipes, si j'ai bien compris le concept, ou 50 équipes. Donc, ouais, moi je suis content pour David. C'est un meuble. C'est un meuble, il est chez toi, tu le prends un peu pour acquis. Un meuble de luxe. Un meuble de luxe, mais ouais. C'est un meuble que tu payes avec financement. Tu n'achètes pas cash, là. Tu finances ça sur 2 ans. C'est un meuble, là, chez ma grand-mère, ce meuble-là, tu n'as pas le droit de t'asseoir dessus. Il y a du plastique dessus, tu peux jamais. C'est pour la visite seulement. C'est pour les invités, puis là. Pas manger non plus. Ah, tu peux pas manger. Les tasses de thé de café, les dates des années 50. Non, out. Écrit Made in Germany, Made in England, ça coûte super cher, la porcelaine, mais ça vaut la peine. Ça vaut quand les invités viennent, on est content. Et en amont, David, pour reprendre mon thème de le prendre pour acquis, il est pris pour acquis, à mon avis, parce que ce qu'il accomplit, c'est fascinant, c'est incroyable. C'est incroyable, et puis je suis content pour lui. On sous-estime, quand il va prendre sa retraite, on va voir, il a joué en Ligue des Champions, c'était bien, il a tellement fait de belles choses. C'est un excellent joueur, là. Je trouve qu'il est un peu sous-estimé par rapport à ce qu'on dit sur lui, la couverture par rapport à lui, et ce qu'il fait sur le terrain avec Lille depuis 2020. 4 ans en Ligue 1, avec un club qui performe et qui pousse tout le temps pour le podium le plus possible. Donc, en plus, il a gagné un championnat de Ligue 1. On oublie le niveau. Je pense que c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est un bon niveau. Oui, ce n'est pas un Milan avec ce luxe. Oui, ce n'est pas en Espagne, ce n'est pas Premier League. Mais c'est un club de très haut niveau. Il cherche ses titres. Titulaire dans ce club-là, surtout. Titulaire, indiscutable. Même légende. Avec ce qu'il réalise, s'il marque 25 buts, il va être le all-time top, le meilleur buteur du club en histoire. Et c'est un club qu'on a vu des Hazard, des Osimhen, des Nicolas Pepe. C'est quand même des champions français. Là. C'est un club champion français. Là, donc. Pour moi, c'est quand même, il faut reconnaître le scénario qu'il n'a que 24 ans. Il va faire une 5e et dernière saison. Il va probablement marquer 20, 25, 30 buts parce qu'il a fait les 2 dernières saisons. Il va devenir une légende indiscutable de Lille. Ils vont pousser pour un titre. Ils vont jouer en Ligue des Champions. Et il va être agent libre l'été prochain et avoir le choix facile de signer où est-ce qu'il veut. C'est pas pire en termes de... C'est une belle vie, hein? Une belle aussi pour l'agence Axia. Là, donc, eux, cet été, ça n'a pas été un mauvais. Franchement, là, c'est pas un mauvais été pour l'agence d'Axia. C'est vraiment pas. Il va falloir qu'on soit amis avec eux. En tout cas, cet été, ils ont travaillé pour le reste de l'année. Ils prennent toute l'année off. Ils peuvent prendre congé 2 semaines. Ils préparent le party de Noël, là, c'est bon. Bien sûr, on mentionne un été fort pour Axia avec les départs en Ligue 1. Bien sûr, il ne faut pas oublier le départ qu'ils ont en Suisse. On a un peu mentionné, c'est Mathieu Chouanière, un transfert qui reportait d'être environ 1 million d'euros. Quand même un petit quelque chose, un petit cash pour Montréal à investir dans
dans le squad, comme ils disent, pour maintenant. Ou Mais pas. pour match... Ou pas. Non, Ou ouais, juste, je sais pas, il n'y a pas une équipe Next Pro qui va en profiter de ça. Mais on bon, peut j'aimerais payer pas... 1 an de Next Pro avec Chouanière. Je vais pas toucher cette histoire-là. Mais I guess on va juste parler de ça pour le joueur. C'est quand même un débat fort. Donc, il est en Europe. Je pense que c'est la meilleure partie, être Ça, en c'est Europe. histoire 1. Point 1. Mais le niveau, le club, la Ligue suisse, moi, je suis plus sur l'équipe, je pense que c'est un peu sous-estimé. La Ligue suisse, j'ai eu la chance de regarder plusieurs matchs. C'est pas genre cette champ de fermier qu'on le référence. On dirait qu'on parlait d'un gang d'amateurs. Quand même, ils jouent du bon football en Suisse. C'est un championnat regardé. Est-ce que tu es d'accord avec ce sentiment-là? Comment tu te trouves pour Mathieu Chouanière? Parce que quand même, à 25 ans, c'est un peu difficile de savoir est-ce que c'est le right move à cet âge-là. Parce que quand même... Parce que, mais le cas de Mathieu Chouanière, c'est que il fallait qu'il parte coûte que coûte. Donc, à moins d'aller genre en Thaïlande ou en Azerbaïdjan, je pense que genre, il fallait qu'il quitte le club CF Montréal, puis le club n'allait pas l'échanger en MLS. Bizarrement, il s'en va dans un club européen dont le propriétaire est LAFC. Donc, voilà, 1 + 1 = 55. mais le cas de Mathieu Chouanière est un peu différent et bizarre. Maintenant, si le club avait prolongé avec le salaire qu'il voulait, même si le salaire qu'il voulait a été offert après, mais il a quand même refusé, ce sont les sources de plusieurs personnes, je pense que tu peux le vendre au même club ou à d'autres clubs sans qu'il y ait la dramaturgie classique là, autour de Montréal, pour des choses qui ne sont pas nécessairement... et des choses qui auraient pu être évitables facilement. Et comme on l'avait dit plusieurs épisodes, Alexandre, le départ d'Olivier Renard était un grand coup pour beaucoup de gens dans l'organisation et autour du club pour dire ok, les choses changent rapidement, sans peut-être vraiment changer par rapport au passé du club. Mais je tergiverse sur ça. Pour revenir sur Chouanière, est-ce que les gens disent mais c'est pas un upgrade par rapport à la MLS au niveau du jeu, etc. Il prend raison. C'est à part peut-être Bâle qui sont peut-être pas top maintenant. Là, je pense que c'est les Young Boys qui étaient top de la ligue l'année dernière. Les Zurich aussi sont quand même, ils étaient en qualification de Champions Exactement. League. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes top 2, top 3 régulièrement, mais Bâle il nous a donné un joueur comme Mo Salah, etc. Donc, c'est des clubs des clubs de transition vers d'autres clubs comme Amoura, qui était en Suisse, qui est parti en Belgique, qui est maintenant à Wolfsburg, l'international algérien, qui a failli venir à Montréal peut-être un jour. Mais ça, c'est un épisode pour une autre fois. Liam Miller, canadien qui allait au championnat. Exactement. Donc, c'est une ligue de transition maintenant, mais pour Chouanière spécifiquement, il fallait qu'il parte. Le club n'est pas top en ce moment, et tant mieux pour son jeu, il va jouer ailleurs, un club qui commence la saison. Donc, bonne nouvelle pour lui. Et ça lui donne quelque chose d'intéressant pour Jesse Mars, pour qu'il confirme ce que Jesse Mars demandait à ses joueurs, aller en Europe le plus vite possible, à l'instar de Herman, sans nécessairement rabaisser la MLS. Il dit, vous êtes en MLS, si vous êtes bon, mais allez en Europe, ça va aider. Ça va aider, ça de bien. Puis comme Chouanière était aussi dans Axia, tous ses amis d'Axia, ils se parlent entre eux, ils ont un petit... au camp Canada, ils ont un petit déjeuner sponsorisé à Axia. Là. Ouais, ils ont tous la même table de déjeuner, je présume. Ils sont tous là, ils déjeunent ensemble. Axia only. Puis, à un moment, tu vois tes amis bouger, tu dis, c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis, depuis 2 ans, il parle de l'Europe, Chouanière. Depuis 2 ans. Il le dit entre les lignes, puis là, on savait que l'an dernier, il voulait partir quand c'était encore positif au club. Donc voilà, il est parti, on passe à autre chose. Le club a eu un peu d'argent, il y avoir beaucoup plus s'ils avaient bien fait les choses peut-être. Mais est-ce qu'on voudrait que ça aurait été genre, je sais pas moi, Bayer Leverkusen, et qu'il soit genre un remplaçant qui joue 15 matchs par saison? Pourquoi pas? Mais il n'a pas de niveau pour ça. Mais je trouve que c'est gagnant-gagnant, même s'il y a un peu de perdant des deux côtés, je trouve. Sofiane, juste curieux, même juste avant que je te laisse Nilton, est-ce que tu penses que Chouanière a vu la situation Kamal Miller voulait vraiment aller en Europe, c'était ça, il reste en MLS et maintenant il est un peu pris ou il y a un nouveau contrat, il a été échangé. Je me demande parce que Chouanière était un peu situation similaire où il disait je voulais en Europe. Je pense quand il a demandé un échange, je me demande s'il y a eu ce parallèle-là ou est-ce que c'est un peu farfelu cette idée-là. Farfelu, si vous voulez, dans un... Enfin, je suis pas sûr de ses attentes. Je pense pas qu'il aurait aimé d'aller en division 2 européenne, parce qu'il va être payé un minimum. Je pense qu'il aura peut-être le même salaire qu'en MLS là, qu'il aurait pu avoir, je pense, ou un peu moins, mais il va être correct pour sa vie professionnelle. Mais c'est plus... Par exemple, Montréal a échangé Miller.
OK. Montréal n'aurait jamais échangé Choinière. Il l'aurait fait il l'aurait fait. Sofiane. Et Ouais, pense s'il le à perd ça, pour OK? un gratuit. Mais pense-y, Sofiane, OK? Le narratif est parfait pour que l'histoire arrête sans exagération, sans en Ouais, rajouter encore un peu plus sur le tas qui existait. tout à fait. Si Chouanière est échangé pour 1 million de gamme à LAFC, Catastrophe. Hein. et Catastrophe. pourtant, c'est à peu près la même chose qui vient d'arriver. Il vient L'impact d'être financier est le transféré. même. Ouais. Ouais, il vient d'être transféré à la même gang. Même Mais banque, c'est même c'est même le chèque compte de qui est banque. signé. Ouais, le transfert Interact, c'est au BA même compte. Mais BMO, le BMO, il y a narratif, pas de frais, il y a pas ouais, de frais. mais, BMO à mais BMO, en ouais. plus, mais le narratif est à la place Mathieu Chouanière transféré grâce au En port Europe. pour 1 million. Le Mais jeune de c'est exactement l'académie. la même chose. Ouais. C'est exactement la même chose. Celui qui perd au change, le pauvre, et peut-être pas, c'est Chouanière. Parce que Chouanière, je pense que s'il avait eu le choix, il serait allé à l'AFC au lieu de Grasshopper. Oui. Mais le potentiel, lui, peut-être, il dit OK, j'ai pas pu avoir mon plan A au complet, mais l'opportunité que ça ouvre, tu sais, oui, Grasshopper va un peu moins bien, il bataille avec la relégation, mais il se fait voir. Il se fait voir, tu sais, si jamais il se passe quelque chose Tout à fait. en Il dit Suisse, il peut upgrader en Suisse. Ça lui, peut c'est aller vite c'est aussi, là. c'est un nouveau chapitre. Il se dit: «Je viens de me battre, je recommence à zéro, j'y vais all-in, je suis mature, je sais ce que je veux, je sais que je suis comme joueur, bah, j'y vais all-in, puis je vois ce qui arrive». Si après 1 an ça marche pas, il revient à MLS via du TAM ou je sais pas quoi, puis il va se trouver à LAFC, il va se retrouver à Austin. Ça aussi, Mais cette mais histoire-là n'est pas finie. Elle risque d'être très c'est ça. intéressante. Mais il va pas revenir à Montréal, ça c'est sûr. Donc, peut-être quand il aura 33 ans, là, peut-être, là, il va faire une dernière, mais un peu plus vieux, peut-être. Mais honnêtement, je pense que, voilà, il voulait passer à autre chose, il voulait goûter un peu l'Europe, et ça tombe qu'il n'y va pas par la grande porte qu'il aurait voulu, parce que, voilà, il y a eu des litiges avec le club, disons. Voilà. Mais Alexandre, tu as raison. On snob un peu la Ligue suisse parce qu'il y a Oui. 10 ans, il y a un Québécois qui part là, c'est la fête, là. On ne pose pas de questions, est-ce que c'est le nouveau ou pas Oui. le nouveau. C'est juste que maintenant, surtout dans les 6 derniers mois, tu sais, Ouais. on a Ismaël Koné à Marseille, l'autre à Nice. Tu sais, là, tout d'un coup, on compare ces jeunes-là c'est avec ces ça. grands clubs-là. Et Zurich, là, on fait Zurich. grâce au peur. C'est où? C'est quoi ça Non, mais, déjà? Je me souviens plus. Ouais. Tu sais, il et puis, vit cette comparaison tout on dirait un récente. sketch, Que mais ça fait un sketch aussi, de façon comique, pas pour dénigrer un peu Monteschonner, mais je me dis, ça va grâce à Zurich, ok. Je regarde propriétaire LAFC. OK, ça fait un peu épisode Seinfeld. L'entraîneur-chef, Marco Chaliban. Ah, comment on va arrêter. Hein, c'est pas sérieux. Sérieux. Je sais que le monde est petit, mais là, il est trop petit. Là, mon complot, ma théorie du complot commence à se développer. Là, je confirme. Mais c'est fascinant. C'est quasiment un sketch. C'est rigolo. Dans le sens, genre, il va en Europe, il est content. Il a payé en euros, il est bien. Et il va essayer d'ouvrir ses horizons vers d'autres clubs éventuellement, à moins que la Suisse. Et il va jouer en masse. Exactement. Et peut-être la Suisse est chez lui. Peut-être la Suisse, ben, je vais être en Suisse pendant 5 ans. Je vais aller à Bâle, je vais aller à Young Boys, quel que soit. Et puis, moi, je veux qu'il épanouisse. Je pense que c'est le joueur que je voyais aller en Europe par son volume de jeu et sa capacité athlétique. Je pense qu'il l'a. Techniquement, il est sous-estimé, mais il est encore un peu trop brut pour certains types de clubs, notamment en Ligue 1. Mais je trouve que, en termes de curiosité de Derek Cornelius, j'ai une curiosité envers Monteschonner. J'aimerais bien le voir. Lui, j'aimerais le voir. Qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'on parle en théorie, on essaie dans FIFA, on essaie dans Football Manager. Ça marche avec 3 sur Football Manager 2024 parce que ça a marché avec Grasshopper sur le terrain en vérité. Et ça, c'est en termes de curiosité intellectuelle, football, Chouanière en Europe, en Suisse d'abord. Là, j'irai voir des matchs pour voir à quoi ça ressemble. Ben, ce qui est beau dans ce sport, le football, ça se parle, right? Like, c'est en fait, si vraiment MLS, et parce que c'est ça que j'ai vu beaucoup, c'est un downgrade de la MLS. Si c'est vraiment le cas, ben, il devrait aller être titulaire, indiscutable. Il devrait jouer genre 3000 minutes, il devrait dominer. Exactement. Et s'il le fait, super. C'est un joueur qui domine en Europe et Grasshopper, au moins, ils ont une réputation d'un club qui forme des joueurs, qui envoie des joueurs d'autres niveaux. Si c'est le cas, qui sait où Chouanière peut se retrouver? S'il ne domine pas, peut-être on va avoir des discussions. En plus, il va croiser Shaqiri qui vient de retourner en Suisse. Voilà. Et en termes de transition de contenu, sur cet épisode, sa place sur Team Canada dépend de ça. Il a une opportunité. Il se dit, OK, Koné, mon ami est blessé, je souhaite du mal à personne, mais j'ai une chance de jouer sous Jesse Marsh.
en tant que titulaire ou jouer des minutes importantes pour montrer que je vaux une place de titulaire ou dans le top 15, le top 14, qu'il a été contre l'Uruguay, qu'il a été durant la Copa América où il a joué un petit peu. Ok, c'est intéressant. Il se dit l'évolution est positive. Donc, il faut que j'y aille. Et puis, si j'ai besoin d'entraîner, peut-être, il jouait beaucoup à Montréal, mais c'est peut-être pas un endroit compétitif pour lui. Il se dit, ouais, je stagne, l'ambiance est peut-être pas bonne, le coach est encore nouveau, j'aime bien ma ville, mais à un moment, il faut que je passe à autre chose. Puis, son avenir en sélection nationale dépend de ça aussi. Je trouve que c'est un win-win pour lui par rapport à ça. Et je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, hyper curieux ce qu'il va faire. Si One Soccer va acheter la Ligue en Suisse. Là, on espère le suivre de près. Et, surtout, j'aimerais bien qu'il domine. Parce que ça serait quand même une histoire intéressante de le voir en Suisse. Et encore, comme on a dit avec Bombito et tout ça, il ne faut pas oublier. Il se retrouve dans un très beau pays. Des fois, il faut se rappeler. Des fois, il n'y a pas juste le foot. Hein? Imaginez, il n'y a pas juste le foot. Rappelez-vous les débuts de One Soccer, ce qu'il y avait comme joueur et maintenant. On est venu de loin. C'est fascinant. Toi, Alex, là, tu as dû écrire plein d'articles. Tu as fait plein de capsules avec Jeff. C'est mystérieux. Alexandre est en train de déprimer. Chercher le film de Singapour. Là. Certains streams là, que j'ai utilisé, là, le moins que 10 sur ces streams-là, le mieux. C'est sûr que, comme tu dis, One Soccer, tu peux retrouver la prochaine trêve internationale. Le Canada qui joue États-Unis, Mexique. Ici, sur One Soccer, en plus, commentaires en français. Fait que ça, c'est toujours un plaisir avec Matt Cullen d'avoir ça. Mais on va pas trop en parler juste parce qu'on est un peu pris pour temps, mais peut-être genre un storyline de cette équipe, juste en termes pour ceux qui n'ont pas vu sélection canadienne 23 joueurs, les deux nouveaux binationaux, c'est Nico Seeger, Stephen Afrifa, de profil fascinant, mais surtout quelques joueurs sont pas là, Kone Buchanan, c'est blessure, c'est normal, Samuel Piette en rentre pas, Jesse Marsh dit c'est un peu juste fit, Seeger c'est un 6, il veut regarder Seeger, il n'y a pas vraiment la place. C'est tough pour Piet, mais vraiment, c'est une réalité qu'on a vue depuis plusieurs mois. On l'a vu à Copa América. Il est déjà un peu 5e, 6e choix. Tout d'un coup, tu as des jeunes qui rentrent. Mais vraiment, en regardant ça, est-ce qu'il y a vraiment un petit quelque chose qui te frappe avec cette sélection ou c'est assez standard, Jesse Marsh? Moi, c'est intéressant les binations de les prendre. On me l'a rappelé quand j'ai étudié sur ça, ce que j'avais oublié. Ils ne sont pas captables pour les matchs amicaux. Donc le timing, Seeger, il a file son switch. Fait que Seeger, lui, il est pris. C'est vrai. Mais pour Afrifa, c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais le timing est là. Il n'a pas des matchs officiels non amicaux maintenant. Donc, Jesse Marsh ne choisit pas les titres de match. C'est intéressant de voir. Genre, je pense que je ne suis pas étonné des noms là, mais je pense pas qu'il y avait Mais Sirois, c'est quand même une surprise un peu. Là, que Sirois se retrouve dans une séquence pas très positive pour lui. Il se retrouve là, c'est un peu une surprise. Mais moi, je suis inquiet pour Samuel Piette, pour sa présence en 2026. Des jeunes qui poussent, tu y rajoutes 2 ans. Avec un statut, comme tu dis, dans le depth chart, il descend beaucoup. La dimension de son jeu, elle est assez unidimensionnelle. Là. C'est défensif. Je ne sais pas si dans la tête de Jesse Marsh, il ne veut pas des milieux de terrain un peu plus polyvalents qui peuvent occuper plus qu'un rôle. Samuel Piette est vraiment étiqueté sentinelle devant sa défense. Je ne suis pas sûr que Jesse Marsh va avoir besoin de ce profil-là. On sentait que c'était inévitable, mais je ne pense pas que ça allait arriver maintenant. Je dis genre, il va faire le travail, il va être là pour la Coupe du Monde 2026, mais là, s'il la rate, là, avec tous les bons loyaux services, je pense... Peut-être, Jesse Marsh n'a pas un aussi grand cœur que John Herdman, on verra. Que John Herdman, on l'a ramené. Un groupe élargi, c'est sûr que le groupe est un peu plus élargi là, maintenant, mais bon. Oui, c'est ça, donc mais on espère. Là, mais en même temps, moi, mon seul doute, c'est que Jesse Marsh a dit c'est un professionnel, puis il peut jouer à un haut niveau. Ensuite, il ne le prend pas juste après. Pour se dire cette semaine, pour dire que non, ce n'est pas un signe que je ne veux pas le prendre. Juste cette fois, je ne le prends pas. Donc, qu'est-ce que je crois? La conviction externe ou je crois les actions? Donc, je vais attendre les actions. Montréal peut profiter d'avoir Samuel Piette avec lui dans l'effectif. Donc, Montréal peut en profiter. Ils en ont besoin d'avoir des joueurs en santé et en bonne forme. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais une déception parce qu'il y a clairement une subjectivité. Perso, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé, qu'on avait à ses débuts, qui a été scouté via Twitter et la Go Cup par tous les fans.
pour que le club le prenne, quasiment. C'est sous Zambrano, je pense. C'est Zambrano, tu as vu l'entraîneur à ce moment-là. Donc voilà, c'est dommage pour Piet, mais j'espère le revoir venir parce que moi, je suis contre le snobisme contre les milieux défensifs. Voilà. Ouais. Ben, c'est ça, on va voir. Premièrement, on va voir comment Montréal s'avance. Je suis sûr que aussi c'est Montréal de 2022 qui pousse dans le tableau. Ça va être difficile à ignorer un joueur pareil. Et bien sûr, Ouais. c'est le moment, right? Ce qui est Sigur, c'est un nouveau joueur. En plus, il peut jouer en arrière défensive à droite. Il est flexible, il est polyvalent. C'est aussi le timing avec Piet. Comme on sait, il nous surprend toujours. Je me rappelle toujours la saison de Thierry Henry où il est devenu un 8. Il a marqué un but. J'étais même là dans le stade quand il a marqué le but à BC Place. Wow, t'as-tu acheté un 649 tout de suite après? Parce que je le me timing est bon, là. incroyable le fait que j'ai vu cette histoire pareille dans le foot canadien. Fait qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une réalité où Samuel Piet, Gold Cup 2025, qui marque un but contre la Guadeloupe. On serait là pour ça, mais pour le moment, il doit bosser à Montréal et retrouver sa place. Mais c'est ça, c'est une réalité où il faut le connaître. C'est dommage de voir un Piet perdre sa place, mais c'est aussi d'une façon globale le fait que le Canada a une position, il peut laisser des Piets à la maison et c'est pas controverse, c'est pas c'est nouveau ce luxe-là là, de choisir. Là. Incroyable de voir cette progression-là et bien sûr on l'a parlé aujourd'hui avec tous ces transferts. Mais les gars, merci encore pour un super épisode 11 du show. Très belle discussion avec ce mercato qui finit pas, bien sûr. Ça ferme très bientôt en Europe et aussi ça reste ouvert pour des agents libres, etc. On va voir s'il y a d'autres mouvements canadiens, mais quand même, Ligue 1, Chouanière, ça c'est les grandes histoires ici sur le bouquet canadien. On va être de retour en septembre avec d'autres belles entrevues et belles discussions et j'ai très, très hâte. Mais Nilton, Sofiane, merci beaucoup encore pour aujourd'hui. C'était super. Merci à toi, Alexandre. Merci tout le monde. Merci, Alexandre. Ciao, ciao. Ciao, ciao.